Partout en Occident, les mouvements associés au conservatisme ont le vent dans les voiles. C'est notamment le cas au Canada, où le Parti conservateur de Pierre Poilievre atteint des sommets de popularité dans tout le pays. Comment comprendre cette montée du conservatisme? Quelles sont les différentes solutions proposées pour faire face aux enjeux sociopolitiques actuels? L'édition 2024 de la Conférence pour un Canada fort et libre était l'occasion pour les différentes tendances conservatrices de faire le point sur les meilleures orientations à prendre dans les années à venir. Au Canada, la dégradation du système de justice fait partie des grandes préoccupations. Pour l'ex-sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, le relâchement des législations punitives à l'égard des contrevenants sous le gouvernement Trudeau est une véritable menace à l'état de droit dans le pays. Entre 2015 et 2023 aujourd'hui, on sait que la criminalité a augmenté de 50 %. M. Trudeau a déposé un projet de loi qui concerne les victimes. C'est plutôt moi qui ai déposé 15 projets de loi depuis 2015 pour faire en sorte que les droits des victimes avancent, que la société soit sévère par rapport aux récidivistes, entre autres, sévère par rapport à ceux qui commettent des crimes contre les enfants, la violence conjugale, alors qu'au niveau du gouvernement, M. Trudeau, on a fait plutôt le contraire. Quand on passe à la loi C5, où on retourne actuellement 40 % des agresseurs sexuels au Québec, 40 % sont retournés chez eux pour que la sentence s'écoule dans leur salon, ce qui n'a aucun bon sens. Donc, parce que ce que les victimes souhaitent, c'est qu'elles soient au centre du système de justice d'abord, plutôt que ce soit les accusés ou les criminels qui soient au centre de notre système de justice. De renforcer les droits des victimes dans le système de justice pour nous assurer que les droits des criminels et les droits des victimes sont égaux. Comment ça qu'en 2024, on n'est pas capable de suivre ceux qui ont déjà commis des crimes en termes de violence conjugale? Comment ça qu'on n'est pas capable de les suivre convenablement avec tous les outils qu'on a, les outils modernes, que ce soit le bracelet électronique, que ce soit les conditions de remise en liberté sévères? Et si ces conditions-là ne sont pas respectées, pourquoi il n'y a aucune conséquence? Donc, vous voyez un peu, les femmes, c'est ce qu'elles attendent, c'est d'être en sécurité lorsqu'elles dénoncent. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines années, évidemment. L'allocution de la première ministre de l'Alberta était très attendue. Considérée comme l'une des figures de proue du conservatisme canadien pour ses positions autonomistes et favorables au développement et à l'exploitation des ressources naturelles, Danielle Smith a souligné comment le succès du mouvement tient en grande partie au courage de la nouvelle génération de leaders conservateurs qui ne se laissent pas impressionner par les accusations grossières de leurs opposants. And I think it's because we have a new generation of leaders who refuse to cower in the face of nasty personal politics. And more than that, in Alberta in particular, and I think among my colleagues as well, we're focused on policy. Here's just a few things that we're doing to make life better in Alberta that don't fit the traditional conservative stereotype, but which I'm proud to support as a conservative leader. I always identified as a fiscal conservative, and I think the fiscal issues are really important, and you can see that in the way we put forward a balanced budget, the way we're paying down debt, the way we're putting money into our heritage savings account, the way we're limiting year-over-year increases in operational spending. Those are things that people expect of us. But we still bring in $73 billion worth of revenue. And so we have to have a cohesive social platform and a cohesive social policy. And so you'll see that we have a conservative vision for how we deliver healthcare and mental health and addiction and education and public safety and address homelessness and addressing the issues of our most vulnerable. And so let me begin by saying we are saying no to dangerous and deadly safe supply drug policies. And we're investing heavily into treatment and recovery for all those who are struggling with addiction. It's becoming known as the Alberta model. Because the worst case example of it is what you're seeing all down the West Coast. And the heart of it is policies that started focused exclusively on harm reduction about 20 years ago. But look at what has happened. Harm reduction became decriminalization, which became legalization. We're also saying enough is enough when it comes to crime and social disorder in our communities. We're investing to hire, train, and deploy more police officers, sheriffs, community partners in towns and cities. And we are also undertaking a bold transformation of our healthcare system, arguably the boldest in the history of our province, in an effort to refocus a slow and outdated system and create a single, fully integrated and high-functioning system. The Bank of Canada recently said the need to improve productivity in Canada has reached an emergency level. NDP Liberal Coalition have broken
and demoralized far too many Canadians, but fortunately, the people do still have hope. They have hope because they are seeing what we are doing in provinces like, as I mentioned, Alberta, Nova Scotia, Saskatchewan, New Brunswick, and they know that there is a better way. They are looking to Conservatives for policy solutions, and the good news is that we have the solutions. They're ingrained in who we are and what we believe. So let's move forward with courage and with conviction. Let's not let the media dictate who we are or tell our story for us. Let's tell our own story. Let's do it with compassion. Let's do it with conviction. And let's make life better for everyday people from coast to coast who are the soul of this great nation. Conférence majoritairement anglophone, le Québec était peu présent dans les discussions. Lui qui a porté le flambeau d'une vision décentralisée de la Fédération pendant des années. Le chef du Parti conservateur du Québec a néanmoins participé aux discussions, lui qui cherche tant bien que mal à rassembler les forces grandissantes des laissés-pour-compte du système actuel. Philosophiquement, être conservateur, à la base, là, ça veut dire de vouloir ramener le pouvoir le plus près du citoyen. Moi, c'est comme ça que je le vois. Nous, on croit que plus l'individu a d'emprise sur sa destinée, sur sa vie, mieux c'est. Hein? C'est ça, être un conservateur aussi. Là. Et ça se décline de toutes sortes de façons. Ça fait qu'on veut qu'il paye moins de taxes, moins d'impôts, puis qu'il soit plus responsable de son travail, puis qu'il reste plus d'argent dans ses poches. Ça veut dire que quand tu vas te faire soigner, tu as plus de liberté de choix de quel type de service tu veux, si tu veux aller au public ou si tu veux aller au privé. Même chose en éducation. Même chose sur toutes sortes de réglementations qu'on essaie de nous imposer constamment. Alors que, au contraire, hein, la gauche veut toujours un gouvernement central qui planifie tout d'en haut, puis que nous, on exécute ce que le gouvernement souhaite parce qu'eux pensent qu'ils savent mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. Puis ça se reproduit même au niveau des droits des parents sur leurs propres enfants. Je veux dire, la gauche n'a pas de limite à vouloir envahir la vie privée puis les droits individuels des gens. Puis on l'a vu pendant la crise sanitaire aussi, hein, c'était un peu la même chose. C'était des gens qui ont voulu brimer les droits civiques, brimer nos libertés individuelles, même mettre la démocratie sur pause parce qu'eux savaient mieux que nous ce qui était bon pour nous, pour comment sauver nos vies. Donc, c'est deux philosophies politiques qui sont fondamentalement différentes. Puis avec toutes les crises qu'on vit à l'échelle planétaire à l'heure actuelle, bien, on voit cette polarisation-là se faire, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais partout en Occident. En marge de la conférence, une panoplie d'organismes non partisans avait fait le déplacement pour encourager et proposer des ressources aux participants. C'était notamment le cas de la Fondation pour la Constitution canadienne. Pour sa directrice Joanna Barron, les droits et libertés civiques au Canada sont de plus en plus malmenés, et ce, par tous les paliers de gouvernement, peu importe l'allégeance politique. Les droits individuels et la Constitution. Mais nous avons plusieurs gouvernements au Canada, au niveau municipal, au niveau des provinces, au niveau, bien sûr, fédéral, qui interfèrent avec les libertés qui sont protégées dans la Charte. Par exemple, nous avons eu avec le Freedom Convoy en 2022 l'invocation du Emergencies Act, la loi sur les mesures d'urgence. Nous avons de perspective que tous les gouvernements de tous partis peuvent interférer avec les libertés protégées dans la Charte. Par exemple, Doug Ford, l'Ontario, c'est un gouvernement conservateur. Aussi, nous avons aussi un gouvernement fédéral qui interfère beaucoup avec les pouvoirs qui sont garantis aux provinces. Et c'est pas seulement au Québec, c'est aussi au Alberta, de l'Ontario. Et nous avons une très claire séparation des pouvoirs entre 91 et 92 dans notre Constitution, qui s'implique aussi les libertés. Les déficits prévus lors du budget fédéral auront évidemment beaucoup de difficultés à détourner les électeurs de l'attrait du Parti conservateur. Selon les derniers sondages, les troupes de Pierre Poilievre étant en avance de 15 points sur les libéraux sortants.